Bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un sentiment que beaucoup connaissent bien, je pense, la noyade informationnelle. Ah oui, Au travail, on est complètement submergé. Les emails, les rapports, les données, partout. c'est un déluge permanent. Exactement. Et la grande question, c'est comment on transforme ce chaos en un avantage stratégique. Et c'est là que notre sujet du jour devient passionnant. Le mariage, parfois un peu explosif, entre l'intelligence artificielle et la gestion des connaissances. Tout à fait. Pour explorer ça, on se base sur un article très éclairant de 2025 du KM Institute, signé par Hare Krishna Koundaria. Notre but, c'est de décortiquer comment l'IA ne fait pas que juste améliorer les choses, mais comment elle est en train de tout reconstruire. De tout rebâtir, oui. C'est une vraie révolution, avec des promesses qui sont incroyables, mais aussi, on va le voir, des pièges assez redoutables. Et il faut bien insister là-dessus, ce n'est plus de la science-fiction. En 2025, c'est vraiment une réalité qui transforme les entreprises. L'IA devient une sorte de copilote pour la décision et un moteur pour l'efficacité. Et l'échelle est immense. Ah oui. L'article cite un chiffre qui donne un peu le vertige. Le marché du learning personnalisé, qui est massivement propulsé par l'IA, devrait atteindre 12,5 milliards de dollars d'ici 2027. Waouh! Donc on ne parle pas d'un gadget, hein. C'est une vraie vague de fond. Alors justement, commençons par le début. Pour bien comprendre la révolution, il faut comprendre ce qu'il y avait avant. La gestion des connaissances traditionnelles, le fameux knowledge management, c'était quoi son problème au juste? Deviennent obsolètes et personne ne s'en rend compte. Le rapport de l'an dernier. Il ne vaut déjà plus rien. Et j'imagine que tout était éparpillé. Un bout sur un disque dur, un autre dans une base de données oubliée. Exactement. C'est le syndrome des silos. Et le pire, c'est que tout reposait sur l'humain. C'était aux gens de classer, de taguer, de mettre à jour. Un travail de fourmi. Un travail laborieux, chronophage et, soyons honnêtes, que personne n'a envie de faire. Du coup, la plupart de ces systèmes devenaient des cimetières de documents. Que plus personne ne consultait. Voilà. Chercher la bonne info, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le tableau est clair. Et c'est là que l'IA arrive et met un grand coup de pied là-dedans. Qu'est-ce qu'elle change concrètement, Éline? Elle change tout parce qu'elle ne fait pas que stocker. Elle comprend. Ah, L'IA, elle lit, elle analyse, elle connecte les informations. Elle peut scanner des milliers de documents, identifier les concepts clés et les rendre accessibles de manière intelligente. Fini le classement manuel. c'est elle qui fait le travail ingrat. Et elle le fait beaucoup mieux. Elle peut aussi personnaliser l'accès. Pour un commercial, elle va pousser les bonnes études de cas. Pour un ingénieur, la bonne doc technique. En fait, elle transforme une corvée administrative en un système nerveux central, vivant et intelligent pour l'entreprise. C'est un vrai atout stratégique. Exactement. Ça a l'air presque trop beau, mais j'imagine que confier tout le savoir d'une entreprise à des algos, ça doit donner quelques sueurs froides, non? Ce n'est pas si simple. Vous mettez le doigt sur le premier gros obstacle, la sécurité et la confidentialité des données. Oui, L'article le dit très bien, ces systèmes d'IA sont très gourmands en données. Pour être bons, ils doivent tout avaler. Les rapports financiers, les stratégies, les données clients, toutes les informations les plus sensibles en fait. tout ce qui est confidentiel. Ce qui veut dire qu'on crée un point de défaillance unique et incroyablement attractif pour des pirates. C'est clair. Si quelqu'un rentre là-dedans, il repart avec les bijoux de la famille. Précisément, le risque de fuite est énorme, mais il y a un risque encore plus insidieux. C'est-à-dire, c'est l'intégrité même du système. Imaginez qu'un pirate ne vole pas les données, mais qu'il les modifie juste un tout petit peu. Il pourrait empoisonner l'IA pour qu'elle donne de mauvais conseils, qu'elle oriente les décisions dans la mauvaise direction. Sans que personne ne s'en aperçoive tout de suite. Exactement. Les conséquences peuvent être désastreuses. La sécurité, ce n'est plus juste un problème technique, ça devient une question de survie. D'accord. La sécurité, c'est critique. Mais même sans ça, il y a le côté pratique. J'imagine le DSI d'une grande banque qui doit brancher cette IA du futur sur un système qui date des années 90. Ça doit être un cauchemar, non? C'est l'analogie de la fusée dans la voiture de collection. C'est ça. Et c'est parfait, ce n'est pas qu'un défi technique. C'est d'abord un énorme travail, presque de l'archéologie informatique. Il faut cartographier les systèmes, comprendre comment les données circulent, où sont les blocages. Et ensuite, construire des ponts entre l'ancien et le nouveau. Voilà, des API, comme on dit. C'est complexe, c'est cher et ça demande des tests très, très rigoureux. Mais le plus dur, ce n'est peut-être pas la technique, c'est l'humain, non? Convaincre les gens d'utiliser le nouvel outil. C'est le point le plus souvent sous-estimé.
Et pourtant, c'est le plus important. La technologie peut être géniale, si les employés n'ont pas confiance ou ne comprennent pas, le projet est un échec. C'est l'adoption qui coince. Toujours. Je me souviens d'un projet où ils avaient déployé une IA pour les équipes de vente. Personne n'a pris le temps de les former, de leur expliquer pourquoi c'était mieux. Résultat? 6 mois plus tard, 90% des commerciaux utilisaient encore leur vieux tableur Excel. L'investissement a été un fiasco total. Pas à cause de la tech, à cause de l'humain. L'intégration technique, ça ne marche pas sans une stratégie de gestion du changement. Et même si on réussit tout ça, le travail n'est pas fini. Une entreprise s'aville, s'agrandit. Le système d'IA doit suivre, j'imagine. Ce n'est pas un logiciel qu'on installe une fois pour toutes. Pas du tout. C'est le troisième grand défi d'IA, la scalabilité et la maintenance. Un modèle d'IA, ce n'est pas le statut, c'est plutôt une plante. Il faut s'en occuper tout le temps. Il faut l'arroser. C'est ça. L'entreprise grandit, le volume de données explose, le système doit pouvoir encaisser. Et surtout, le monde change, les marchés évoluent, de nouveaux concurrents arrivent. Le savoir d'hier n'est plus pertinent aujourd'hui. Donc, il faut constamment réentraîner l'algorithme avec des données fraîches pour qu'il ne devienne pas obsolète. Exactement. Ce processus de réentraînement et d'ajustement, c'est vital. Ça demande une expertise pointue, des ressources, un investissement continu. Si on ne le fait pas, la base de connaissances devient statique. Et une base statique, c'est inutile. C'est pire qu'inutile, ça devient dangereux. Elle peut pousser à prendre des décisions basées sur des infos périmées. C'est comme utiliser une vieille carte pour naviguer, on va droit dans le mur. Bon, on a bien vu les obstacles, c'est un vrai parcours du combattant. Mais si les entreprises investissent autant d'argent et prennent ces risques, c'est que le jeu en vaut la chandelle. Alors, parlons des gains. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et les gains sont potentiellement immenses, oui. La première opportunité, la plus évidente, c'est une prise de décision radicalement meilleure. D'accord. L'IA a une capacité d'analyse qui dépasse de très loin ce qu'un humain peut faire. Elle peut digérer des téraoctets de données, les ventes, la production, les retours clients, les tendances du marché en quelques minutes. Donc on sort du syndrome du doigt mouillé, quoi. Fini les décisions basées juste sur l'instinct ou un rapport Excel à moitié complet. On passe vraiment à une autre dimension. Et ça va plus loin que de juste compiler des données. Les algorithmes peuvent trouver des corrélations très faibles, des signaux cachés dans le bruit que personne ne verrait. Vous auriez un exemple? Imaginez une IA qui remarque que les ventes d'un produit chutent toujours dans une région précise, 3 jours après qu'un concurrent lance une promo sur les réseaux sociaux. C'est une information en or pour anticiper. Ça donne aux dirigeants ce que l'article appelle une vue à 360 degrés. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque là? Une vue à 360 degrés, mais de données qui sont peut-être biaisées au départ. L'IA ne fait pas qu'amplifier nos propres préjugés. C'est une excellente question et c'est tout l'enjeu. Le fameux garbage in, garbage out. Si les données d'entraînement sont biaisées, l'IA le sera. D'où l'importance de l'humain. Voilà, l'intelligence humaine reste capitale pour vérifier les données, pour questionner les résultats de l'IA, pour garder un esprit critique. L'IA est un outil surpuissant, mais ce n'est pas un oracle infaillible. C'est très juste. Au-delà des grandes décisions stratégiques, pour l'employé au quotidien, ça change quoi l'IA? On parle beaucoup de productivité. C'est la deuxième grande promesse, libérer le potentiel humain. Pensez à toutes ces tâches monotones qui nous pompent notre temps et notre énergie. La saisie de données, la compilation de rapports. Exactement. Prenons un analyste marketing. Avant, il passait peut-être 60% de son temps à collecter, à nettoyer des fichiers, des tâches laborieuses, répétitives. Et avec l'IA? Avec l'IA, tout ça est automatisé. L'analyste reçoit directement un tableau de bord propre, interactif. Son travail change complètement. Au lieu d'être un collecteur de données, il devient un stratège. Il peut consacrer tout ce temps libéré à analyser en profondeur, à imaginer de nouvelles campagnes, à être créatif. Donc on ne remplace pas l'humain, on l'augmente. On augmente ses capacités en le débarrassant du plus ingrat. L'effet sur la productivité, mais aussi sur la satisfaction au travail peut être énorme. On voit bien le gain. Et ça nous amène à l'objectif ultime, j'imagine. Non seulement être plus efficace, mais aussi innover pour distancer la concurrence. C'est le Saint Graal, oui. L'innovation et l'avantage concurrentiel. Et l'article donne un exemple très parlant, le développement de nouveaux produits. Qui est un processus long et risqué, d'habitude. Très. L'IA peut le rendre plus rapide et plus intelligent. Par exemple, en analysant des millions de commentaires clients sur Internet pour identifier des besoins qui ne sont pas satisfaits. Elle agit comme une sorte de radar à opportunités?
Elle peut simuler des milliers de variations d'un produit pour trouver le design le plus résistant. Et plus fascinant encore, elle peut prédire les futures pannes d'un nouveau modèle en analysant les données du SAV des anciens produits. Avant même qu'il soit produit. Avant même sa production de masse, oui. L'article dit que ça peut raccourcir considérablement le temps entre le concept et le lancement. On sort des produits plus vite, de meilleure qualité et qui répondent mieux aux attentes. C'est un avantage concurrentiel énorme. Alors, si on fait le bilan de tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir? D'un côté, on a une promesse incroyable, des décisions plus fines, une productivité décuplée, une innovation inédite. Oui, Et de l'autre, un chemin semé d'embûches, des risques de sécurité, une intégration complexe, une maintenance permanente. Ce n'est vraiment pas une solution miracle, quoi. c'est exactement cette tension qu'il faut saisir. L'IA dans la gestion des connaissances, c'est un levier de croissance phénoménal, mais ça exige une approche lucide, stratégique et profondément humaine. Et c'est la conclusion la plus importante de l'article, je pense. Que l'avenir n'est pas dans l'opposition entre l'humain et la machine. Mais dans leur collaboration. Exactement. L'article parle de l'intersection de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine. C'est une belle formule. Plus on s'appuie sur l'IA, plus les compétences purement humaines deviennent critiques. La curiosité, l'esprit critique, la capacité à poser les bonnes questions, à remettre en cause une conclusion de l'algo qui semble bizarre. Le vrai avantage, à la fin, ce ne sera pas la technologie elle-même. Non, parce que tout le monde l'aura. Ce sera la culture de dialogue intelligent entre les humains et leurs outils. L'objectif, c'est que la connaissance soit non seulement accessible, mais aussi, et je cite, significative et fiable. D'accord. Et pour finir, avec une pensée pour ouvrir la discussion, notre analyse s'est beaucoup concentrée sur les bénéfices internes. Mais il y a une question qui est assez vertigineuse qui se pose. Je vous écoute. Que se passe-t-il lorsque ces mêmes outils si puissants pour analyser la connaissance d'une entreprise sont tournés vers l'extérieur pour analyser et prédire les comportements de millions de clients? La technologie est la même, ou est-ce qu'on trace la ligne entre un service ultra personnalisé, qu'on apprécie tous, et une forme d'influence prédictive, voire de manipulation, qui pourrait devenir beaucoup plus problématique? La question est posée.